Voilà, nous sommes repartis sur la dernière ligne droite de la journée, non moins intéressante, vous allez voir. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. Arnaud, je vais appeler Arnaud de la société Leco, anciennement Useo. Useo est certainement plus connu comme nom de tous. Et qui nous a proposé un titre assez prometteur. En tout cas, moi, ça m'a laissé pensive. Je me suis dit, on va terminer par lui. Si ça se trouve, il a la solution miracle pour nous aider à développer notre potentiel social. Voilà, on va basculer sur ton poste. Merci. Merci déjà pour l'invitation. Alors effectivement, on s'appelle Leco depuis 15 jours, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore la notoriété, petite notoriété qu'on avait avec Useo, mais j'espère que la continuité va se faire sans trop de soucis. Alors avant de parler de développement d'usage, de potentiel social, je vais commencer d'ailleurs par vous en expliquer un peu les principes. Je voudrais rapidement vous présenter d'où on vient. Donc Leco, anciennement Useo, nous sommes un cabinet de conseil en organisation et nouvelles technologies. C'est une société que j'ai fondée en octobre 2005, donc on a presque 6 ans. On est un petit cabinet, même si on a doublé de taille ces derniers mois. Nous sommes 25. On a une expérience assez riche d'accompagnement de grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sur des projets de réseaux sociaux d'entreprise, que ce soit des projets plutôt orientés vers une population interne ou des projets mixtes internes, externes, voire des projets assez novateurs puisque très centrés sur des problématiques métiers, donc qui viennent impacter le business de l'entreprise et là plutôt ouverts vers l'écosystème de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un sujet qui est tout nouveau pour nous. On a publié depuis 2009 déjà 3 états de l'art assez consistants sur le sujet, faisant état de l'art des usages comme des solutions du marché, une chaque année. Et on en publie d'ailleurs un 4e tome en fin janvier prochain. On a également partagé tous nos travaux d'études sur un référentiel depuis début 2010, un peu plus d'1 an et demi. Et puis on a lancé aussi notre communauté ouverte sur nos clients, internes bien sûr, ouverte également sur nos clients et notre écosystème. On est maintenant dans une logique de transparence. On croit beaucoup en l'effet de levier lié à la confiance générée par cette transparence. On met en relation nos clients entre eux, ils peuvent discuter, ils peuvent parler de nous, de nos travaux. Ils peuvent également, bien sûr, parler de nous à d'autres et finalement jouer un pouvoir de prescription. Une autre particularité de la société est d'investir assez fortement en recherche et développement. En 2010, ça représentait 20% de nos ressources. L'objectif pour nous est assez simple finalement, c'est face à un univers qui est nouveau. L'entreprise 2.0, c'est produire des méthodologies ou finalement décliner la boîte à outils du consultant sur ce nouveau paradigme, créer un matériau qui va nous permettre de fournir des outils pour diagnostiquer, aider à la décision, piloter, accompagner les entreprises, nos clients. Et par exemple, c'est une démodélisation d'usage pour arriver à fournir des points de repère à des utilisateurs qui sont peut-être un peu perdus par toutes ces nouveautés. Des points de comparaison entre les solutions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a un référentiel qui est assez riche, plus d'une 50aine de solutions. Et puis également des méthodologies très pragmatiques qui s'appuient, en l'occurrence celle-ci, autour d'un serious game pour créer de la viralité, donner envie aux gens de remettre en cause leurs pratiques collaboratives et étudier l'opportunité de travailler différemment. Tout ceci, donc l'objectif pour nous, c'est gain d'efficacité, consacrer le temps auprès de nos clients à leur spécificité et puis offrir une certaine assurance. Alors je reviens au sujet, développer des nouveaux usages, développer son potentiel social. Finalement, ce dont je vais vous parler, c'est de co-designer, co-construire entre collaborateurs et management les futures stratégies métiers avec les opportunités qu'offrent les organisations en réseau. C'est également développer plutôt que d'imposer des pratiques cibles, c'est plutôt de développer l'aptitude des collaborateurs à ces nouveaux modes d'organisation. Alors si on reprend juste très rapidement, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'aurais un élément clé sur lequel je m'appuie pour expliquer l'intérêt de développer son potentiel social, c'est
quelle est la force finalement des réseaux sociaux et notamment de Facebook, qui est peut-être celui qui a tout déclenché? Ben, c'est tout simplement d'avoir réussi à connecter 1 demi-milliard de personnes et de les avoir rendues abondantes. Et c'est ça qu'aujourd'hui que les entreprises recherchent. Et on se retrouve un peu dans la situation dans laquelle on était dans l'univers du saut en hauteur. Si on revient en 1968, Mexico, où un certain Fosbury s'est mis à sauter d'une autre manière. Et puis bien sûr, il a gagné le concours, mais il a gagné, enfin cette technique a été aussi adoptée par les autres, mais pas instantanément. Il y a eu énormément de questionnements. Certains ont trouvé ça dangereux, parce qu'on tombe sur la nuque. Ils se sont posé la question de savoir si c'était quelque chose qui était spécifique à sa morphologie, si on pouvait apprendre cette technique à l'école. Et puis d'autres ont voulu essayer, ont été convaincus par la démonstration. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation. On a des entreprises qui nous montrent des potentiels, qui nous montrent qu'elles ont adopté une stratégie gagnante. Et on se pose la question, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce que ça s'applique à notre contexte ou pas? On a une véritable rupture d'usage à négocier, tant sur les stratégies métiers que sur les pratiques des individus. Et puis l'actualité récente nous montre aussi qu'il faut savoir sortir de ces modèles. Je pense que vous avez tous entendu parler des expériences du CERN qui ont finalement créé un doute sur la théorie d'Einstein de la relativité. Et je pense qu'il y a une parallèle à faire avec l'entreprise, où si on prend de manière traditionnelle le projet de réseau social, c'est-à-dire en cherchant à mettre en équation finalement le besoin de la masse et en essayant d'y apporter une solution, on va rester enfermé dans les modèles culturels de l'entreprise et on ne va pas arriver à gérer cette rupture. Ça, c'est un point extrêmement important. Pour développer le potentiel social, pour développer un projet de réseau social, il faut absolument encourager les équipes à trouver de nouvelles pratiques. Et c'est bien encourager les équipes, ce n'est pas ni les consultants, ni un sachant à venir dire le nouveau modèle, la nouvelle pratique, c'est celle-ci. Et pour cela, on peut s'appuyer aujourd'hui sur tout un tas de points repères, parce qu'on a des expériences réussies dans d'autres organisations. On peut voir qu'il y a d'autres manières de collaborer. Plutôt que de collaborer autour d'un document, dans des espaces de partage, on peut collaborer autour d'un fil de discussion. On peut également gérer les expertises autrement, plutôt que de les référencer dans un outil RH, plutôt que de demander à qualifier par une autorité qui est expert de quoi, eh bien, on peut tout simplement faire converser les gens autour de ressources formelles, leur permettre de se recommander, de valoriser, de mettre en relief l'information pertinente et finalement créer de la reconnaissance réciproque et mettre en relief les experts, donc avoir un système de gestion des expertises complémentaires à un système traditionnel. On peut également, bien sûr, mettre la conversation autour des processus. Alors, dans un premier temps, pour remettre un peu d'huile dans les rouages, et puis également pour améliorer ces processus. On peut également communiquer différemment, plutôt que de raisonner de manière traditionnelle en diffusant de l'information. De toutes les façons, aujourd'hui, le contexte, que ce soit dans l'entreprise, les intranets ne sont plus forcément très lus. Bien sûr, Internet étant devenu un média conversationnel, c'est encore plus vrai à l'extérieur de l'entreprise, mais dans l'entreprise, c'est vrai également. Avoir une approche plus conversationnelle pour faire circuler l'information. On peut également revoir la manière de gérer ses relations avec son entourage, son environnement, ses clients, ses prospects, essayer de créer de la recommandation entre de par les clients satisfaits vers d'autres populations. On peut également revoir sa manière de gérer le flux d'informations entrant dans l'entreprise, plutôt que d'avoir des organisations centralisées avec un service de gestion documentaire, avec des thésaurus pour tout classer, avoir cette stratégie qui est aujourd'hui vaine de vouloir tout collecter, tout classer dans une bibliothèque. Face à cette explosion de la masse d'informations, réfléchir plutôt à ce que l'on conserve et à ce que l'on marque, à réfléchir plutôt à qualifier ceux qui savent, ceux qui peuvent aider à trouver une information, donc à constituer un réseau d'experts autour de bases de connaissances plus formelles. Voilà, on a des nouvelles stratégies métiers à inventer dans les entreprises, à chaque entreprise de voir comment faire avancer son projet, à faire découvrir sa nouvelle stratégie métier. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait suffisamment de recul pour pouvoir dire de manière définitive la stratégie que doit adopter une entreprise. Alors j'ai vu que ce matin, vous êtes aussi posé la question de savoir si le terme conduite du changement finalement n'était pas un piège. Moi j'ai tendance plus en plus à me le poser parce que déjà, conduite du changement, pour moi, ça... Et puis historiquement, c'est la manière dont on l'a appliqué sur le S6, c'est aller d'un point A vers un point B. Alors ce que je viens de vous dire, c'est qu'après, on ne sait pas exactement quel est le point B. Et puis conduite,
c'est aussi l'idée qu'on doit avoir la maîtrise des choses. Et développer les usages, c'est ça, c'est plutôt avoir l'image de la plante qu'on va essayer d'amener à grandir sans lui imposer une forme, le nombre de branches, une taille, etc. Aujourd'hui, quand vous développez quand vous lancez un projet de RSE, il faut plutôt avoir cette image-là, d'essayer de faire émerger des choses sans pour autant en avoir un contrôle. Il faut bien prendre conscience que la problématique de transformation devant laquelle nous sommes aujourd'hui est assez inédite. En tout cas, inédite par rapport à l'histoire de l'informatique. Si on remonte 15-20 ans en arrière, on a amélioré les processus de l'entreprise à travers l'informatisation, notamment du SI métier. On se retrouvait dans une situation où les processus étaient légitimement définis par l'entreprise, par l'autorité, donc ensuite présentés à chaque acteur du processus que l'on pouvait former sur ce sujet-là. Or, dans le domaine de l'entreprise 2.0, on voit bien que tout ce qui concerne la manière d'organiser son temps, d'organiser l'information, la manière de collaborer, d'échanger avec les autres ne relève pas du domaine de l'entreprise. C'est quelque chose que les gens considèrent être dans leur sphère à eux, personnelle, professionnelle mais personnelle, et il s'agit plus de susciter ces changements que de les imposer. Ça, c'est le premier point qui est radicalement différent et qui va impacter la manière dont on va conduire le changement, dont on va développer les usages. Le deuxième point, c'est le périmètre. Un projet métier, ça concerne un nombre assez limité et bien défini de personnes, tandis qu'un projet de réseau social, ça concerne toute l'entreprise, tout type de population, même des populations qui sont finalement à la limite d'être des travailleurs de l'information, en tout cas qui sont peut-être moins utilisatrices de l'informatique que certains. Donc face à ces limites, il faut réinventer, il faut trouver de nouvelles manières de transformer l'organisation. Et j'en ai quatre qui me semblent être aujourd'hui des points d'appui sur lesquels on peut se reposer. Le premier point, et ça a été dit tout à l'heure, donner du sens, tant aux stratégies qu'aux nouvelles pratiques. Si je prends quelques exemples, des exemples vraiment vécus, lorsqu'on déploie un réseau social dans une entreprise, des utilisateurs sont assez choqués, ou en tout cas ça les interpelle qu'on leur demande d'évaluer les contenus produits par leurs collègues. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire ça. Ils ne comprennent pas que finalement en évaluant cette masse d'informations, on va pouvoir la mettre en relief et trier, classer l'information d'une manière certes différente de la manière traditionnelle. Également, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on me demande tout d'un coup de dire qui je suis? Pourquoi est-ce qu'on me demande de mettre ma photo sur mon profil? C'est quelque chose de personnel. On a tous, je pense, vécu des problématiques d'incitation des utilisateurs à mettre les photos sur les trombinoscopes. Alors, sur un réseau social, c'est encore pire. Pourtant, ça a été dit également tout à l'heure, créer du lien, c'est bien l'essentiel, mettre en réseau les collaborateurs. Et ça se fait aussi par un peu d'humain, ça se fait aussi parce qu'on a envie d'aller à la rencontre de l'autre. Ça se fait également en dehors du réseau social, même surtout en dehors du réseau social. Ça se fait dans les couloirs, la machine à café, à la cafette. Et le fait de reconnaître quelqu'un à travers sa photo, et ça m'est arrivé tout à l'heure encore avec des gens que je connaissais sur Twitter, mais que je n'avais jamais physiquement rencontré, et ça vous arrive aussi. Donc la photo est essentielle, mais faut-il encore l'expliquer et donner ce sens aux collaborateurs. Également, pourquoi se mettre en relation avec d'autres personnes dans l'entreprise? Ce sont tous mes collègues. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire que je suis en relation avec un tel? Expliquer que c'est ce qui va permettre de faire circuler l'information d'une certaine manière, que ça va vous servir à vous pour filtrer l'information que vous recevez, pour faire le tri dans l'information qui va vous être utile de celle qui va l'être moins, qui va vous permettre également, vous, de mobiliser, dans le cadre de votre métier, d'autres collaborateurs. Voilà, cette mise en relation, elle est essentielle, mais il faut aussi lui donner du sens. Et puis alors, le dernier point auquel on ne coupe pas, c'est pourquoi doit-on, les utilisateurs nous demandent pourquoi doit-on informer de notre statut, pourquoi doit-on dire ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce que je dois dire, pourquoi m'incite-t-on à dire que je suis en réunion ou que je suis parmi vous cet après-midi. Ça aussi, il faut l'expliquer, tout simplement pour clarifier l'environnement dans lequel on est, pour donner des signaux anodins, mais qui permettent à chacun de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est. Voilà, il y a comme ça une multitude de petits changements dans les nouvelles pratiques que l'on propose aux utilisateurs, auxquels il faut donner du sens. Je ne vais pas revenir sur le co-design organisationnel, c'est partir de points de repère si vous avez peur de la feuille blanche pour voir comment
face à l'infobésité, face aux besoins de réactivité, face à la complexité accrue des problèmes qui ne se répètent pas, comment est-ce qu'on peut utiliser le levier des organisations en réseau pour améliorer le processus de l'entreprise. Un point également qui me semble assez important dans le dispositif de transformation, finalement, c'est commencer par mettre en réseau ceux qui sont acteurs de cette transformation et qui ont fait les premiers pas. Donc mettre en réseau les champions, je crois que le terme avocat a été employé tout à l'heure, enfin ceux qui vont finalement pouvoir partager leur expérience sur ce sujet-là pour être plus forts dans leur travail de diffusion de bonnes pratiques, de persuasion, de contamination quelque part de l'organisation. Et puis, transformer une organisation, ça nécessite beaucoup de moyens humains, du temps pour certaines équipes dans l'entreprise, aussi des moyens investis dans l'informatique, des moyens investis dans l'accompagnement. Ça nécessite quand même de pouvoir bien mesurer la manière dont on utilise ces moyens d'accompagnement, pouvoir le piloter, mettre l'effort là où il est nécessaire. Ça a été dit également tout à l'heure, l'entreprise est finalement assez hétérogène en termes de niveau d'adoption de ces pratiques. Il y a des entreprises, alors qu'à Mayonnaise des Eaux, qui effectivement adoptent plus spontanément que d'autres, mais enfin, ils ont quand même fait des actions d'accompagnement, ils n'ont pas fait d'actions de formation, mais énormément d'actions de sensibilisation et d'échanges, de discussions autour de l'usage de ces réseaux sociaux. C'est sûr qu'on a des contextes plus difficiles que d'autres, et il est important de ne pas obliger tout le monde à suivre le même parcours, mais à pouvoir le différencier. Et aujourd'hui, nous sommes, s'il y a peut-être 15 ans, 20 ans, avec l'amélioration continue des processus, on utilisait des méthodologies qui étaient communes à l'ensemble du secteur, de l'écosystème. Par exemple, UML. UML nous permet de modéliser un processus entre un acteur métier et puis un informaticien qui va le traduire dans une application. Aujourd'hui, on ne dispose pas de ces outils-là. On n'a pas encore trouvé les méthodologies qui nous permettent d'y aller avec assurance, qui soient éprouvées et puis qui soient surtout adoptées par l'ensemble des acteurs, autant les utilisateurs, les entreprises que les intégrateurs, les éditeurs et les accompagnateurs. On a besoin de travailler dans cette voie-là. On a besoin de bâtir des tableaux de bord pour pouvoir piloter ces dispositifs de transformation. Un exemple de tableau de bord que nous utilisons, une matrice d'engagement, qui cible en fait finalement sur la qualité, l'aptitude à se mettre en réseau et à être abondant, à rentrer en conversation avec d'autres. Et on a notamment comme indicateur différentes zones de confort. Enfin, les zones de confort, ce n'est pas finalement la capacité de l'utilisateur à utiliser une fonctionnalité parce qu'il sait utiliser le statut ou mettre sa photo sur le profil. La question, c'est est-ce qu'il va le faire naturellement? Est-ce qu'il va régulièrement informer, renseigner son statut ou pas? S'il est dans sa zone de confort, c'est qu'il le fait. Et puis ensuite, c'est aussi bien prendre conscience que, bon, il y a une hétérogénéité, mais qu'on ne peut pas être vertueux seul dans l'entreprise. Si vous avez si vous lancez une plateforme de blog et que vous laissez quelques-uns bloguer et que l'ensemble de l'organisation regarde bizarrement, de travers ceux qui finalement sont abondants, ceux qui partagent, ceux qui, quelque part aussi, publient des informations dont ils ne sont pas le seul auteur, vous allez très rapidement stopper leur dynamique. Donc il est important de jouer sur les deux aspects. Et il est important de travailler aussi sur l'acceptabilité, même s'ils sont passifs dans un premier temps, de l'encadrement par rapport au développement de ces nouveaux usages. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud. Je pense que tu vas rester avec nous pour les questions, puisque nous allons en profiter pour passer à la table ronde. Arnaud Rérol. Pour le contacter, le mieux c'est sur Twitter, je pense. D'ailleurs, l'intégralité des interventions que vous avez eues jusque-là, depuis ce matin, sera disponible le temps pour nous de faire le rush et de faire le post-production des vidéos, mais l'intégralité des vidéos, donc des interventions filmées, seront disponibles, les présentations également. Il y aura juste simplement, je pense, la présentation de Zirieb qui ne sera pas disponible sous format, en tout cas support, parce que ça reste confidentiel Orange, mais son intervention sera disponible en tout cas en vidéo. Le moyen d'y accéder, c'est la page de l'événement. C'est là où on viendra mettre à jour l'information sur le contenu. Donc la page de l'événement, c'est sur
le site web produit sharepoint.microsoft.com, sur la partie France évidemment. Voilà.